Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins spécialisés en plaies et cicatrisation. Je suis ravie de vous retrouver pour les jeudis de la cicatrisation qui ont été mis en pause sur cette fin d'année 2021. Suite à celui-ci, il restera encore deux grands thèmes à aborder pour clore un petit peu le chapitre des gros thèmes de la cicatrisation. Donc, un prochain webinaire au mois de mars et un autre au mois d'avril. Et après, nous passerons peut-être sur une autre façon de partager avec vous des thèmes sur la cicatrisation. Je suis Géraldine Suchet, infirmière formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de Soins. Je suis titulaire d'un DU Plaies et cicatrisation. Et aujourd'hui, nous allons donc évoquer les infections des parties molles. Donc, pour commencer, nous allons aborder quelques généralités. Qu'est-ce qu'on appelle les parties molles? En fait, on appelle les parties molles tout ce qui n'est ni osseux, ni interne comme un organe tel que le foie, ou ni une cavité telle que le péritoine. Il s'agit donc en fait de la peau et du tissu sous-cutané, hypoderme, les nerfs, les vaisseaux, les muscles et les fascias. Leur entité varie selon les structures anatomiques touchées ainsi que les germes impliqués, le retentissement qu'ils auront sur le patient. Par contre, leur traitement repose sur de grands principes communs tels que l'antibiothérapie et surtout la chirurgie. Et certaines formes les plus graves, comme on va le voir avec la dernière pathologie qu'on abordera aujourd'hui, mais succinctement parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve quand même pas beaucoup en libéral, c'est la gangrène de Fournier dans laquelle il peut avoir jusqu'à 30% de mortalité. Au niveau des parties molles, donc les parties molles, ça représente entre 70 et 80% de la masse totale du corps humain. Et donc, comme je l'ai dit, ça regroupe la peau, les muscles, les tendons, les vaisseaux et les nerfs. Il existe un grand nombre de pathologies qui peuvent atteindre les parties molles. Et aujourd'hui, on va en étudier, c'est un bien grand mot, mais on va évoquer les abcès, les résipelles, le kyste sacro-coccygien, la maladie de Verneuil, et enfin, on fera un petit mot justement sur la gangrène de Fournier. Au-delà de ça, on peut trouver dans les infections des parties molles l'impétigo. Donc, l'impétigo, c'est des petites lésions cutanées, vésiculo-pustuleuses, qui deviennent après croûteuses et qui sont dues à une infection de l'épiderme. Les dermoépidermites, tels que les fasciites nécrosantes, donc les fasciites nécrosantes, ça reste une infection à streptocoque A, relativement rare de la peau et des tissus sous-cutanés profonds qui vont se propager le long des fascias et des tissus adipeux. Le syndrome de Liel, c'est une maladie aiguë et grave, le plus souvent provoquée par une allergie médicamenteuse avec une destruction totale et brutale de l'épiderme et de l'épithélium. Et enfin, dans la catégorie des cancers, ce qui va toucher les parties molles, c'est le sarcome. C'est une tumeur maligne qui va se former aux dépens du tissu conjonctif ou des tissus qui en dérivent. Voilà un petit peu pour faire le tour de toutes les affections des parties molles. Là, c'est un petit schéma donc, qui vous résume ce qui peut être touché avec, que ça soit sur la couche de l'épiderme, la couche du derme et enfin la couche de l'hypoderme. Donc, vous voyez, ici, on retrouve les résipelles, par exemple, c'est une dermohypodermique bactérienne. Donc, au niveau des pathologies, on va commencer par évoquer les abcès. Donc, l'abcès, tout le monde en a déjà vu, que ce soit sur soi ou sur un de nos patients. C'est une accumulation de pus qui se forme à la suite d'une infection par des micro-organismes, le plus souvent des bactéries. Donc, elle peut se former dans n'importe quel tissu de l'organisme. Il existe deux types d'abcès. Un abcès chaud qui va, lui, s'accompagner d'inflammation, de douleur, tandis que l'abcès froid, lui, ne s'accompagnera pas d'inflammation et sera d'origine tuberculeuse ou lié à des champignons. Au niveau de l'abcès chaud, le mécanisme, c'est qu'on a une pénétration dans l'organisme d'un streptocoque ou d'un staphylocoque via une lésion de la peau. Donc, on sera sur un abcès superficiel. Quand c'est un abcès profond, c'est qu'on a une pénétration lymphatique ou hématogène.
Au niveau de l'abcès froid, comme on l'a dit plus haut, donc c'est le bacille de Koch qui est en jeu ou les champignons et on n'aura pas d'inflammation. Les localisations les plus fréquentes, c'est la peau, le tissu sous-cutané et l'appareil dentaire. La collection de pus, elle est constituée de débris tissulaires, de globules blancs et de microbes. Et voilà pour tout ce qui est des abcès. Les différents facteurs de risque qui peuvent entraîner un abcès, toutes les personnes immunodéprimées, un traumatisme, la présence de corps étrangers et un défaut d'hygiène. Cliniquement, si on est face à un abcès chaud, on a les symptômes généraux de l'inflammation, douleur, chaleur, œdème, rougeur, avec une apparition brutale, une délimitation bien marquée. On peut avoir de la température, des frissons et également un gonflement des ganglions lymphatiques. L'abcès froid, c'est plus sournois parce qu'il n'y a pas d'inflammation, ça ne se voit pas visuellement en premier lieu. On aura une évolution lente, mais qui va entraîner une hyperthermie avec généralement une altération de l'état général. Donc là, 2 photos, un d'un abcès et l'autre d'un panari qui reste un abcès situé à la base de l'ongle, que ce soit les orteils ou les doigts de la main. Au niveau du traitement, l'antibiothérapie, selon les signes généraux, effectivement, s'il y a de la température ou pas, des antalgiques pour gérer la douleur. Et on contrôlera le statut du vaccin antitétanique, comme dans toute lésion cutanée. Et on sera amené à faire une incision large au bistouri sous anesthésie locale pour évacuer donc le pus en enlevant le toit de l'abcès. Puis, il y aura un lavage et une cicatrisation dirigée pour que cette incision se referme. Il peut arriver qu'il y ait des complications avec un abcès s'il n'est pas pris en charge correctement. Ça peut être une ostéite, une arthrite ou une nécrose cutanée. Les résipelles, c'est une deuxième pathologie qui est de l'atteinte au niveau des parties molles, qu'on appelle donc aussi dermo-hypodermite aiguë bactérienne non nécrosante. Donc, c'est quelque chose en libéral que je pense tout le monde a vu au moins une fois. Elle fait suite à la présence d'une porte d'entrée, c'est-à-dire une effraction cutanée. On est face à 10 à 100 cas pour 100 000 habitants par an. Généralement, ça touche les adultes de plus de 40 ans. On a autant d'hommes que de femmes et les résipelles se retrouvent principalement, à 90% des cas, sur les membres inférieurs. Et on peut en trouver également au visage. Il y a eu quelques rares cas aussi au niveau des bras. Moi, honnêtement, j'en ai jamais vu. Ce que j'ai vu à domicile, c'était uniquement aux jambes. Donc, c'est une infection aiguë, non nécrosante, d'origine bactérienne. Généralement, c'est un streptocoque bêta-hémolytique A qui est en jeu dans 70% des cas. Et donc, cette infection est limitée au derme et à l'hypoderme. Les portes d'entrée, un intertrigo, des plaies cutanées, les ulcères, des piqûres d'insectes. Et si vous êtes face à un patient qui a un érysipèle au niveau du visage, il faut aller vérifier derrière les oreilles s'il n'y a pas d'intertrigo. Une mycose derrière l'oreille peut être à l'origine d'un érysipèle au visage. Les facteurs de risque, on retrouve des érysipèles chez les patients qui font des œdèmes veineux ou lymphatiques, des dermatoses chroniques. Donc, les dermatoses chroniques, c'est tout ce qui est eczéma, psoriasis, qui peuvent occasionner une brèche dans l'épiderme. La corticothérapie locale ou générale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des facteurs de risque. Et tout ce qui est l'hygiène de vie avec l'obésité, le diabète, l'alcoolisme et le tabagisme sont des... Et voilà, si vous êtes face à des patients avec ces facteurs de risque, ils peuvent, avec cette comorbidité, ils peuvent déclencher plus facilement un érysipèle. Cliniquement, l'érysipèle, c'est une survenue brutale avec de la fièvre. On se retrouve face à des patients qui ont un syndrome pseudo-grippal et face à un patient qui a un placard inflammatoire. Donc, on va le voir sur les photos après, c'est vraiment un érythème circonscrit. On voit bien une délimitation de la rougeur
avec un œdème et on peut, dans certains cas, avoir des lésions bulleuses ou purpuriques. Donc, vous voyez, comme ici. Donc, ça, c'est typique d'un érésipèle. Et ici aussi, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez délimiter au crayon cet érésipèle pour voir l'évolution, parce que normalement, un érésipèle, ça guérit en une dizaine de jours. Et donc, vous pouvez délimiter l'érésipèle pour voir l'évolution. Vous aurez une résolution complète. En fait, la peau, au fur et à mesure, va se desquamer, un petit peu comme ici. Hein. Le traitement, donc il faudra se tourner vers un médecin parce qu'il faudra de l'antibiothérapie. La guérison se fait de la périphérie vers le centre de la plaie, donc en une dizaine de jours, d'où l'intérêt de délimiter cette rougeur. On va mettre au repos la région infectée parce que ça va être essentiel dans la guérison. Donc, on peut proposer à nos patients de marcher avec des béquilles ou leur déambulateur et de surélever la jambe, ce qui va permettre de diminuer la douleur et l'œdème. On va traiter, bien entendu, la porte d'entrée. Si c'est des mycoses intertrigaux, on va les traiter. Si c'est un ulcère, on va continuer à faire nos pansements et surtout à bien laver. Le vaccin anti-tétanique, d'autant plus que le risque de tétanos est vraiment majoré par la présence d'une plaie aux membres inférieurs, donc il faut bien l'avoir en tête. Et l'hospitalisation, on pourra être amené à hospitaliser les patients s'il y a vraiment zéro évolution en 48 heures, s'il y a une résistance aux antibiotiques, si votre patient est a toujours beaucoup de fièvre, s'il y a les comorbidités qu'on a signalées avant, et en plus une insuffisance rénale, s'il y a un contexte social défavorable et enfin une altération de l'état général. Hein. Vraiment, il y a des patients qui peuvent être amenés à être hospitalisés parce que cet érésipèle va se transformer en une altération de l'état général. On va contre-indiquer les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes. Les anti-inflammatoires, eux, ils vont être responsables d'une évolution nécrosante. Ils peuvent amener l'érésipèle à nécroser. Les corticoïdes, eux, ils vont masquer les symptômes et ils vont favoriser les complications. Donc, on va toujours éviter. Et le temps de l'érésipèle, on conseille de ôter les bandes de compression, les enlever le temps de la guérison parce que déjà, l'érésipèle est douloureux et que si vous mettez une compression par-dessus, vous provoquez encore plus de douleur avec la compression. Vous avez un risque de syndrome des loges, comme avec un plâtre, finalement, parce qu'il y a vraiment une augmentation de l'œdème le temps de l'érésipèle, et vous avez un risque infectieux, le risque d'une infection qui passe en systémique. Hein. Il y a un risque d'infection superficielle qui se transforme en infection systémique. Donc, les bandes de compression sont à enlever le temps de l'antibiothérapie, par exemple. Hein. En complication, on l'a dit, ça peut être une septicémie ou une allergie à l'antibiotique. Au niveau loco-régional, on peut avoir la formation d'abcès ou on peut se diriger vers une fasciite nécrosante. Hein. Généralement, un patient qui fait un érésipèle en refait un, il y a un taux de récidive assez signifiant, assez significatif pour ces patients-là. Oui, donc du coup, pour éviter les récidives, une fois que l'érésipèle est passé, on reprend les bandes de compression. On peut conseiller à notre patient de faire des séances de drainage lymphatique auprès d'un kiné. On va revoir avec lui l'hygiène, avec la toilette minutieuse et surtout un séchage minutieux, surtout entre les orteils pour pas que des mycoses reviennent. On va hydrater la peau et on peut aussi se tourner vers une diététicienne s'il y a un facteur de risque au niveau un facteur de risque d'obésité et du coup prendre en charge la diététique du patient. Troisième pathologie des infections des parties molles, le kyste sacro-coccygien ou le kyste pilonidal. Donc, c'est une infection fréquente et bénigne touchant le sujet jeune, dont 75% des hommes. Et ça, en libéral, on a tous eu un kyste sacro-coccygien à gérer, même plusieurs à la fois. Hein. Il y a à peu près 26 cas pour 100 000 personnes. Le kyste est donc dû au passage d'un poil à travers la peau du sillon interfessier, comme on peut le voir ici. Et l'évolution se fait par poussée inflammatoire ou réelle infection qui vont s'ouvrir à la peau, fistuliser ou nécessiter une intervention chirurgicale. Donc, l'inflammation provoquée en fait par le passage du poil, donc comme on le voit ici, l'inflammation provoquée par le passage du poil, il est à l'origine d'une coque
qu'on retrouve ici, qui forment la paroi du kyste, en fait. Cliniquement, on est face à des patients qui ont une tuméfaction douloureuse et rouge qui rend la position assise difficile, voire impossible. Et le diagnostic est visuel parce qu'il repose sur le constat d'un ou plusieurs orifices le long du sillon interfessier. On peut être aussi face à une touffe de poils qui émerge par l'un des orifices et le pus peut s'évacuer spontanément dans ces cas-là. Les facteurs favorisants qui vont favoriser chez un patient la formation de ce kyste, ce sont des patients qui ont une pilosité abondante, d'où le plus d'hommes que de femmes, une peau grasse, le manque d'hygiène, la position assise plusieurs heures par jour, les antécédents familiaux, il y a des familles complètes qui font des kystes sacro-coccygiens, la surcharge pondérale, les irritations locales par frottement répété, et ça peut être sportivement parlant avec la course à pied par exemple ou le vélo, les plis interfessiers profonds et enfin un traumatisme dans la région sacro-coccygienne. Il a été mis en avant aussi une cause congénitale avec une inclusion embryonnaire, c'est-à-dire que le kyste serait présent avant la naissance. Les traitements qu'on propose, donc le traitement chirurgical, l'exérèse large, là c'est une exérèse complète des fossettes inflammatoires et des trajets fistuleux. La cicatrisation est très longue, en moyenne 2 à 6 mois. On se retrouve face à des patients entre 16 et 22 ans dans la plupart des cas. Ce sont donc des jeunes et la cicatrisation peut être compliquée parce que le premier geste de votre soin, enfin le premier geste du soin d'un kyste sacro-coccygien, c'est la douche. C'est la douche en enlevant son pansement sous la douche. Vraiment, si les patients ne douchent pas leur cavité, vous avez un réel risque infectieux. Et dans les premiers jours, ce kyste sacro-coccygien, il n'est pas propre, comme vous le voyez là, même si la photo est un petit peu floue. Il y a toujours plein de débris fibrineux, nécrotiques, vous avez plein de choses à évacuer. Et la seule chose qui fait évacuer tout ça, c'est la douche. C'est difficile face à un ado de 16 ans d'aller lui demander d'aller retirer son gros amas de mèche pour se doucher après, mais vraiment, honnêtement, moi, voilà, je l'ai fait pendant 14 années. J'ai toujours réussi à faire en sorte que les ados que j'avais en face de moi arrivent à se doucher en leur expliquant, en prenant le temps. Ce n'est pas gagné dès les premiers jours, mais voilà, en prenant le temps, ça fonctionne. Le mieux, c'est de s'accroupir carrément dans la douche de manière à bien écarter le sillon fessier et d'avoir vraiment une bonne visibilité au niveau du fond de la cavité et de diriger le pommeau dans la cavité de manière à faire ce jet qui va éliminer tout ce qu'il y a à éliminer. Après, on est face à une cicatrisation dirigée avec un méchage hydrodétersif, un méchage alginate, un méchage hydrofibre, peu importe. Si ça saigne, ça sera plus alginate. S'il y a beaucoup d'écoulement, on va être plus sur un hydrofibre. Et ensuite, un pansement secondaire, un hydrocellulaire de forme sacrum pour recouvrir tout ça. C'est un pansement qui se fait donc tous les jours. Et si le patient est bien conciliant et les soins bien conduits, on n'atteint jamais les 6 mois, normalement. Le deuxième traitement, c'est l'exérèse plus un lambeau de recouvrement. On appelle ça le lambeau de Karidakis. Donc, c'est une cicatrice verticale dans le sillon interfessier. La position assise prolongée sera interdite pendant 3 semaines, mais on a une cicatrisation en 30 à 45 jours, donc beaucoup plus courte qu'avec une exérèse large. Moi, je n'ai jamais eu affaire à ce type de chirurgie, donc je ne peux pas vous parler de mon expérience par rapport à ça. On sait juste qu'il y a un risque de réouverture parce qu'il y a un hématome quand même persistant dessous, et dans plus de 50% des cas, ça se réouvre. Et là, on a depuis peu un traitement par laser. Donc, je sais que sur Lyon, on le fait beaucoup et que beaucoup de patients de toute la France viennent se faire opérer sur Lyon. Donc, c'est une destruction du kyste par laser et on a une cicatrisation en 15 jours environ. Donc, c'est vrai que pour des patients qui ont déjà eu droit à 1 ou 2 exérèses larges, c'est plutôt un bon moyen de ne pas se retrouver de nouveau avec une cicatrisation très longue.
Donc là, on a une dilatation des orifices fistuleux qui sont les plus à distance du kyste, du cou. On va atteindre ce dernier par curetage et on va laver. Ensuite, on va introduire une fibre laser et on va aller détruire le kyste grâce à cette fibre laser. On va les décrire, en fait, ça va aller brûler la paroi du kyste. Dans les jours qui vont suivre, en fait, les orifices d'entrée au niveau de la fibre vont s'élargir de manière à évacuer tous les débris qui seront à l'intérieur, ça environ pendant une semaine. Et le soin, là, ça sera d'aller appliquer un alginate sur le sillon interfessier sans mécher. Vraiment, c'est lavage et application de l'alginate pour récupérer tous les débris qui sortent. Cette intervention est du coup moins agressive, moins douloureuse. La position assise est OK dès le lendemain. On note tout de même un pourcentage de récidive de 12%, mais ça reste un bon compromis. Au niveau de l'éducation des patients, pour n'importe quel type de chirurgie, donc on va conseiller l'utilisation d'un coussin d'assise orthopédique, alors sachant que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Moi, je parlais souvent de la bouée du petit frère ou de la petite sœur, hein, s'il y en avait une. On évite tous les sports pendant le temps de la cicatrisation, notamment le vélo et la course à pied qui sont des sports à frottement. On porte des vêtements amples en coton. On élimine les poils par rasage ou dépilation pendant la première année post-op et notamment le temps de la cicatrisation. Il faut bien penser à raser sur au moins 1 cm la peau périlésionnelle de manière à ce que ça soit bien propre et qu'il n'y ait pas de complications à cause des poils. On maintient la zone du sillon interfessier propre et sèche et on évite la position assise prolongée. Donc, ça reste compliqué parce que c'est généralement des enfants, des adolescents qui sont au lycée, donc régulièrement assis. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça cicatrise quand même. La maladie de Verneuil, on l'a déjà évoquée lors d'un webinaire au mois de juin 2021. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, Suite de soins. Vous pouvez retrouver tout sur la maladie de Verneuil avec l'intervention de Madame Hélène Rénal, présidente de l'association Solidarité Verneuil. Donc, je vous amène à vous rapprocher de ça. Et vous pouvez aussi aller sur notre site, Suite de soins. J'avais interviewé Madame Rénal en février 2020. Donc, vous pouvez retrouver cette newsletter aussi sur notre site. N'hésitez pas. Donc, c'est une maladie chronique orpheline, mais non rare. Et ça, Madame Rénal y tenait beaucoup. Elle est présente chez 1% de la population, mais ça, c'est ce qui est diagnostiqué. En réalité, il y aurait 4 à 6% de patients atteints de la maladie de Verneuil. Elle se déclare généralement à la puberté. On a un âge moyen entre 20 et 30 ans. Et on retrouve plus de femmes que d'hommes, pour une simple et bonne raison aussi, c'est que les femmes consultent plus. Et les hommes vont mettre du temps à les consulter parce que c'est une maladie un petit peu culpabilisante et psychologiquement dure à voir en face. Donc, les hommes vont mettre plus de temps à les consulter. Du coup, la maladie sera plus violente et beaucoup plus spectaculaire chez les hommes que chez les femmes. Au niveau de la physiopathologie, on sait aujourd'hui, depuis quelques années, c'est une occlusion du follicule pilosébacé et non de la glande sudoripare, comme on a cru pendant de nombreuses années. Il va y avoir une formation d'abcès à répétition dans les zones creuses. Ça va faire une inflammation secondaire avec une infection et extension au derme et à l'hypoderme sous-jacent. On sait aussi qu'il y a des facteurs hormonaux chez la femme qui vont jouer dans la maladie de Verneuil. La maladie sera modifiée en période de règles et de grossesse et elle se calme à la ménopause. Alors, c'est très, très loin, effectivement, hein, quand on a cette maladie à 20 ans. Donc, il y a quelques années qui se passent. Hein. Aujourd'hui, on a zéro explication de la maladie, même si on a une origine génétique suspectée, mais ça reste vraiment trop mince pour la comprendre. Le diagnostic est posé en moyenne en 8 ans et demi. 8 ans et demi. En fait, vous êtes face à des patients ou patientes qui ont des abcès à répétition sous les aisselles, dans l'aine, et on met un temps fou parce que ça revient. Pour certains, pas régulièrement, plusieurs fois dans l'année.
Moi, je sais que pendant mes années de libéral, j'ai détecté 2 maladies de Verneuil. On est vraiment, les infirmiers libéraux, on est vraiment les premiers à pouvoir donner une alerte. Quand on réintervient régulièrement chez un patient pour des abcès, eh ben, il faut se poser la question de la maladie de Verneuil. Alors, il ne faut pas leur donner de but en blanc comme ça. Ah, je pense que vous avez une maladie de Verneuil, ça va être un peu compliqué. Ils vont aller sur Internet, comme on fait tous, et ils vont trouver des images horribles et vous allez leur faire peur. Donc, il faut plus leur émettre l'idée qu'il y a peut-être un souci à faire des abcès régulièrement comme ça et les diriger, donc, soit vers peut-être pas l'association tout de suite, mais des chirurgiens digestifs ou trouver des chirurgiens spécialisés en maladie de Verneuil. Et ça, l'association Solidarité Verneuil peut du coup vous aider. Donc, oui, tournez-vous vers l'association si vous avez des questions ou trouvez le chirurgien qui pourra prendre en charge votre patient correctement. Au niveau de localisation, ben, c'est celle-ci. Hein, donc, moi, les 2 patients que j'ai eus, c'était des abcès à répétition sous les aisselles. Donc, voilà, ça m'a posé question. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la maladie. Et après, on en a parlé au DU. Et voilà. Donc, voilà, il faut si vous êtes amené à faire des soins pour des cicatrisations suite à des abcès, pensez à la maladie de Verneuil. Il y a une classification pour classer le degré. Donc, le stade 1, c'est ça, c'est un abcès unique sans trajet fistuleux. Le stade 2, on en est là. Il y a plusieurs abcès et il y a un trajet fistuleux entre chaque abcès. Et au stade 3, eh ben, on a des multiples abcès avec des placards fistuleux et un réseau cicatriciel important parce que ça revient tout le temps, en fait. Hein. Donc, c'est la classification de Hurley. La prise en charge, elle est chirurgicale. Hein. C'est la seule solution efficace pour les formes graves. Donc, on peut faire une incision des abcès en premier temps et ça sera vraiment pour soulager immédiatement la douleur, mais il y aura 100% de récidive. Et on revient comme le kyste sacro-coccygien avec une exérèse large, puis une cicatrisation dirigée avec les mêmes produits que dans le kyste sacro-coccygien. Médicalement, on peut mettre en place une antibiothérapie qui, eux, vont bloquer l'évolution, mais temporairement, de la maladie. Des antalgiques selon le niveau de la douleur. On évitera une fois plus les corticoïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'ils ont tendance à exacerber la maladie. Les soins locaux, cicatrisation dirigée, on pourra être amené dans certains cas en deuxième intention à faire des greffes ou des lambeaux. Le caisson hyperbare, lui, est intéressant dans le sens où il va diminuer le temps de cicatrisation. Comme c'est des gens qui sont très souvent en cicatrisation, ça peut aider. La TPN peut être mise en place dans le cadre d'une HAD ou en hospitalier et une prise en charge en kiné pour le massage des cicatrices et aussi une prise en charge psychologique. Vraiment, il faut proposer ça aussi aux patients. Ça a vraiment une incidence sur la qualité de vie avec la douleur, des cicatrisations et des hospitalisations à répétition, une évolution imprévisible, une image corporelle modifiée et du coup, tout ça amène le patient à s'isoler, à avoir une vie sociale en berne. Le travail, c'est difficile parce que vraiment, c'est douloureux. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder le webinaire consacré à la maladie de Verneuil en juin 2021. Un exemple de cicatrisation en 3 mois. Les conseils aux patients, on évite les déodorants, surtout les roll-on, parce qu'ils vont boucher les pores, hein, tout simplement. Pas de rasage, là on va plutôt privilégier l'épilateur électrique ou la tondeuse. L'épilation définitive au laser est possible, mais il n'y a pas de résultat significatif. L'hygiène stricte et séchage soigneux des plis, hein, port de vêtements larges et coton. On essaiera d'arrêter le tabac, puisque dans les facteurs favorisants, on retrouve le tabac. Et une hygiène alimentaire avec notamment, comme avant, un régime si surpoids conseillé, car c'est un facteur aggravant. Un petit mot pour finir sur, c'est déjà 14h30, c'est un sujet quand même assez vaste. La gangrène de Fournier, je vous ai épargné les photos. Vous pouvez en trouver sur Internet, je suis sûre. C'est quand même pas très impressionnant. C'est quelque chose que vous ne verrez pas à domicile parce que c'est des patients qu'il faut vite envoyer aux urgences. Donc là, c'est une fasciite nécrosante périnéale qui touche majoritairement l'homme de plus de 50 ans et on a une mortalité de 30%. Ce sont des patients qui ont du diabète, des hémopathies, cancer, qui ont une mauvaise hygiène, en fait, toutes les conditions qui dépriment l'immunité.
le sida, un alcoolisme chronique, la surcharge pondérale, malnutrition et une fois de plus, nos corticoïdes qui sont vraiment pas copains avec les infections des parties molles. C'est une maladie rare, 0,02% des hospitalisations. Il y a toujours une porte d'entrée infectieuse bactérienne. On retrouve un streptocoque A principalement. Les bactéries vont libérer des toxines mortelles qui sont mortelles pour les cellules, et du coup, on arrive à une fascite nécrosante. Et ces bactéries, en fait, elles produisent du gaz, et ce qui fait que j'avais un médecin qui m'avait dit un jour, si vous mettez votre oreille sur la peau du patient, vous entendez des crépitements. On appelle ça une gangrène gazeuse. Donc, les signes inflammatoires, rougeur, chaleur, gonflement de la peau au niveau du scrotum en premier, ça va s'étendre au périnée, au pénis et à la paroi abdominale. Seuls les testicules sont épargnés. On a des plaques rouges qui deviennent rouges foncées, violets et qui finissent noires. C'est une urgence. Il faut envoyer vos patients aux urgences avec des possibles coloques, des douleurs intenses et il y a une odeur de putréfaction. C'est donc une urgence médico-chirurgicale avec une antibiothérapie parentérale. Chirurgicalement, on est face à une exérèse de tous les tissus nécrotiques avec une mise en place. C'est très impressionnant. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà vu en travaillant à l'hôpital. Moi, j'ai vu que des photos. On peut être amené à faire des stomies digestives, du coup, dans la foulée, selon la mise à plat qu'on a fait. Mettre en place une sonde à demeure. Et dans un premier temps, la réfection de ces pansements se fait au bloc opératoire pour avoir un brossage, lavage, exérèse jusqu'à stabilisation et cicatrisation dirigée. Je vous ai remis mon petit tableau habituel pour finir au niveau de la cicatrisation dirigée. Je ne vais pas plus en parler aujourd'hui. Vous le connaissez par cœur si vous suivez tous les webinaires depuis juin 2020 maintenant. Voilà, je ne vais pas avoir le temps de prendre de questions. S'il y en a, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis donc que le webinaire qui a été annoncé sur la dernière newsletter au mois de février est annulé. Et on se retrouvera donc le 10 mars 2022 pour évoquer les plaies aiguës et les déchirures cutanées. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci encore. À bientôt. Au revoir.